Aujourd'hui, je vais peut-être frustrer quelques employés de boutique parce que je vais les faire travailler plus fort pour leur argent. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, je vous parle de comment bien choisir son vélo en magasin. On va commencer par quelques bases, mais on va vraiment rentrer dans des façons de faire qui, honnêtement, la grande majorité ne font pas et ils devraient. Commençons par la base rudimentaire, les 3 B. Budget. Évidemment, établir le bon budget et ne pas dépenser finalement 100% du budget alloué sur le vélo seulement. Vous allez être beaucoup mieux servi avec un vélo bien équipé avec différents accessoires que mettre tout le paquet sur le vélo. Numéro 2, les besoins. Cela aussi est assez évident, c'est d'établir dans le fond des attentes réalistes et vraiment une compréhension de notre but dans le fond, surtout sur le type d'utilisation du vélo. Et le 3e point, la boutique. Évidemment, là, c'est de trouver l'expertise qu'on pourrait avoir la plus complète et la plus accessible. Et là-dessus, je pourrais vous conseiller, si vous regardez au niveau des références, de plutôt avoir des références d'employés plutôt que des références de boutiques. Parce qu'à travers différentes boutiques, évidemment, il y a plusieurs niveaux de compétences à l'intérieur même du personnel. Si vous connaissez quelqu'un qui a une bonne expérience client à un endroit, demandez avec qui il a fait affaire et non pas seulement où il a fait affaire. Et à l'inverse, si vous connaissez quelqu'un qui a une mauvaise expérience, mais que la boutique serait quand même accessible pour vous, peut-être de demander justement un autre employé. Pour savoir si vous avez affaire à un conseiller de haute qualité, honnêtement, ça va être souvent quelqu'un qui va poser beaucoup de questions. Il va aussi prendre le temps de bien comprendre vos besoins plutôt que de rapidement vouloir vous proposer un vélo. C'est aussi quelqu'un qu'il faut qu'il laisse de côté ses biais et expériences personnelles. C'est pas parce que la personne est un coureur pro qu'elle est nécessairement la meilleure personne pour vous conseiller. Souvent, loin de là, parce qu'elle peut arriver avec des biais qui ne sont pas compatibles avec vos besoins. Un autre conseil serait aussi de magasiner hors des heures de pointe. Non, une journée de fin de semaine du mois d'avril est fort probablement pas le meilleur moment pour trouver, dans le fond, un conseiller compétent, disponible, qui va vraiment prendre tout le temps nécessaire pour bien vous conseiller. Et c'est pas un reproche, c'est une réalité de ce qui se passe dans les boutiques à ce temps-ci de l'année. Bon, après ça, il y a trouvé le bon type de produit. Ça, normalement, c'est la partie qui va être simple et amusante. Mais en fait, c'est pas sur ce point-là qu'on va s'attarder le plus aujourd'hui. Que ce soit un vélo hybride, vélo électrique, vélo de montagne, enduro ou cross-country, ou vélo de route performance ou endurance, ça normalement, c'est pas quelque chose qui va être nécessairement très difficile à déterminer et normalement les employés en boutique sont très suffisamment formés pour bien vous aligner, sous condition que vous avez bien énuméré et qu'ils ont bien compris vos besoins. C'est là aussi le bout qu'il faut peut-être essayer de ne pas tomber dans des pièges marketing. Soyez toujours réaliste. On pourrait parler longuement du choix des composantes, mais dans le fond, cette vidéo serait probablement beaucoup trop longue. Et ultimement, je pense que quand on est dans un certain budget, des fois, les différences sont peut-être pas toujours aussi grandes qu'on veut se le faire croire. Probablement qu'une des choses les plus importantes serait vraiment de s'assurer que tous les ratios de braquet que vous avez sont vraiment correspondants à votre niveau de forme physique et le terrain que vous allez rouler principalement. Mais comme je dis, je vais peut-être pas trop m'attarder sur l'aspect équipement là-dessus parce qu'ultimement, pour avoir le bon vélo, il faut avoir le bon type de produit, mais aussi, en même temps, que ce soit la bonne géométrie. C'est la partie qui peut paraître plus ennuyeuse et compliquée, mais qui est névralgique et très importante. Et là, je vais parler de plusieurs points à ce niveau. Premièrement, ne vous fiez pas simplement aux chartes de grandeur. Si vous savez, ici en mon studio, le nombre de gens que je vois arriver avec les mauvaises grandeurs de cadre. Je vais commencer par donner juste un exemple. Le Specialized Tarmac versus le Specialized Roubaix. Donc, comme par exemple, si on regarde une personne d'1,75 m, il ferait, dans le fond, selon les chartes, il serait recommandé un vélo de taille 54 cm ou grandeur médium. La réalité, c'est qu'un Roubaix médium va avoir la même longueur qu'un Tarmac extra small et la même hauteur qu'un Tarmac extra large. C'est 2 vélos que dans la même grandeur, même si les recommandations au niveau de la taille seraient les mêmes, c'est 2 résultantes complètement différentes. La mobilité, la proportion des membres, la forme physique et la posture générale sur le vélo sont tous des facteurs extrêmement importants à choisir la bonne géométrie. Je vais vous donner un exemple qui m'arrivait de façon relativement fréquente quand je travaillais en boutique. Un vendeur pouvait m'arriver en me disant « J'ai un client ici qui veut un Pinarello F10, la vente est faite, 10 000 $ et plus,
Tout ce que je veux, c'est que tu confirmes la bonne grandeur pour lui. Que selon les chartes, ça pouvait donner une grandeur certaine, mais qu'il voulait valider avec moi. Et moi, finalement, de complètement annuler la vente. Parce qu'après quelques tests de mobilité, je voyais que ça lui prendrait potentiellement la hauteur d'un cadre extra large avec la longueur d'un cadre small, ce qui était totalement impossible pour ce modèle-là. Donc, il n'y avait aucune bonne grandeur pour cette personne dans ce modèle spécifique. Donc, c'est de là qu'il faut rester réaliste et être ouvert que des fois, le produit qui nous intéresse, qu'on voit les coureurs pro rouler avec, ne sont très souvent pas les produits les mieux adaptés pour nous. Deuxième conseil, apportez votre ancien vélo. C'est le meilleur outil pour vraiment pouvoir faire une comparaison directe, que ce soit au niveau de la taille du cadre et de pouvoir vraiment dupliquer le plus possible la position, tout en gardant en tête que si vous avez des symptômes avec le vélo présent, de les énumérer pour voir où on pourrait vraiment mener le futur vélo pour pouvoir corriger les inconforts présents. Aussi, même d'un point de vue utilisation, si le conseiller peut voir qu'est-ce que vous avez et que vous énumérez ce que vous trouvez comme limitation, ça va être encore un meilleur outil pour bien vous conseiller le bon produit. Peut-être que c'est du temps de plus, mais c'est un outil vraiment qui va être d'une très, très grande valeur pour vraiment mieux vous conseiller. Si la personne a la compétence et veut prendre le temps de bien l'analyser. Troisième conseil, essayez le vélo. Que ce soit à l'extérieur ou sur une base d'entraînement, c'est vraiment aussi une étape qui, pour moi, est très importante. Il faut être réaliste. Non, c'est pas d'emprunter le vélo pour aller faire un 100 km à l'extérieur. Mais c'est réaliste de croire que si après 5 minutes d'essai sur une base d'entraînement, vous commencez un peu à avoir certaines douleurs, vous sentez que le guidon est trop loin, ben si après 5 minutes, vous êtes un petit peu inconfortable, imaginez après plusieurs heures. Donc, d'avoir un premier contact avec le vélo, pour moi, c'est très important. Quatrième conseil, comparer. Prenez le temps d'évaluer vos options et de bien comparer les géométries avec un outil que je vais vous recommander. C'est le site web Geometry Geeks où il va y avoir vraiment une banque de données de presque tous les vélos qui existent sur le marché et il faut vraiment comparer deux métriques très importantes, le reach et le stack. Le reach étant la distance horizontale entre le milieu du pédalier et le dessus de la douille de direction, et le stack étant la distance verticale entre le milieu du pédalier et la douille de direction. C'est probablement ces deux métriques-là les plus importantes et les plus simples à utiliser pour comparer les résultats de position entre différents vélos. Comme par exemple, si vous avez des douleurs lombaires, mais que le nouveau vélo que vous recherchez va être 20 mm plus long en reach et 10 mm plus bas en stack, c'est probablement pas le bon vélo pour vous. Et à travers les différents modèles magasinés, ça va être vraiment le meilleur outil pour comparer lequel serait, disons, plus long, plus court, plus haut, plus bas. Ensuite aussi, il y aurait aussi de comprendre certaines potentielles limitations au niveau des changements d'équipement. Je le ramène premièrement à la géométrie. Si vous avez choisi un vélo qui va être vraiment conçu plus pour les coureurs avec justement un guidon très loin et très bas, mais même si vous prenez en fait une potence qui serait avec un angle beaucoup vers le haut ou très 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 courte, potentiellement ça va vraiment nuire à la conduite. Mais en plus aussi, de plus en plus, plusieurs compagnies vont utiliser des guidons et des potences spécifiques à la marque. Donc souvent, non seulement ça va réduire le potentiel choix de changement de composantes, mais souvent ça va aussi fort potentiellement faire augmenter les coûts. Le meilleur exemple serait les guidons 100% intégrés, finalement, que si on veut faire quelconque changement, il faut remplacer tout le système au complet, qui est très, très, très coûteux, non seulement d'achat de pièces, mais aussi toute la main-d'œuvre qui va être nécessaire pour effectuer le changement. Ou comme par exemple Giant, qui pour beaucoup de leurs vélos utilisent un diamètre de colonne de direction non standard. Donc, ça resterait vraiment le choix à tous les potences de marque Giant et seulement disponible chez des détaillants Giant. Et finalement, on se pose la question, est-ce que c'est mieux de faire le positionnement avant l'achat, à la livraison, ou après avoir roulé? Bon, premièrement, informez-vous du type de positionnement qui serait inclus avec l'achat de votre vélo. Si vous souhaitez faire vraiment un positionnement avancé avec une analyse posturale spécialisée avec une personne spécialement qualifiée, définitivement, je vous conseillerais de le faire avant le choix même du vélo. On parle de services évidemment plus avancés qui peut prendre plusieurs mêmes heures
et dont évidemment non plus, c'est pas tous les boutiques qui ont nécessairement le personnel qualifié pour faire ce genre d'évaluation. Mais l'idée serait de prendre votre vélo que vous avez présentement, de le modifier sans contrainte ou de prendre un vélo ajustable pour vraiment partir d'une feuille blanche sans aucune restriction de choix, d'équipement et de modèle de vélo pour vraiment s'assurer la position idéale pour vous. Et par la suite, suite aux résultats, de vraiment avoir un œil beaucoup plus éclairé sur le choix possible parmi tous les différents vélos disponibles. Moi, c'est ce que je fais ici si quelqu'un souhaite avoir un conseil pour l'achat d'un vélo. Le positionnement, dans le fond, va être au préalable requis. Si vous ne souhaitez pas aller vers ce genre d'analyse aussi poussée, vous ne voulez pas nécessairement débourser les frais qui seraient encourus par ça et qui va avoir, disons, souvent un positionnement très rudimentaire, si on peut, après-vente fourni avec le vélo, ben, je vous conseille pas de le faire nécessairement, comme ce qui est fait malheureusement la plupart du temps, à la livraison du vélo. C'est ce que je poussais beaucoup quand je travaillais en boutique, c'est-à-dire lorsque le vélo sort avec le client, on fait vraiment quelque chose de très de base, à peu près juste une vérification très rapide au niveau de la hauteur de selle, très rudimentaire, et de laisser dans le fond le client aller rouler pour quelque temps. Parce que si on a seulement une fois à le voir avec un temps plus restreint, j'aime beaucoup mieux voir le client suite à ce qu'il a utilisé le vélo pour qu'il puisse arriver avec certains, dans le fond, inconforts qu'il peut avoir ressenti, d'avoir vraiment un peu plus de rétroaction de la part du client pour vraiment pouvoir mieux faire les corrections. Donc, j'espère que ces conseils vont vous aider à choisir votre bon vélo. Parce qu'il faut être réaliste. Bien que, dans le fond, le nombre de produits disponibles a vraiment augmenté dans les dernières années, ce qui est très bon pour le choix potentiel au client, ça peut vraiment rendre le processus de plus en plus compliqué. Parce qu'aussi, avec l'augmentation du prix moyen des vélos, c'est normal vraiment de vouloir vraiment faire le meilleur choix possible quand on veut vraiment investir son argent durement gagné au meilleur endroit possible. N'hésitez pas à vous inscrire dans les commentaires vos expériences que vous avez eues en boutique à l'achat de vélo pour vraiment donner potentiellement de bonnes références à toute la communauté. Et si vous avez eu des expériences plus négatives, ben ça aussi vous pourriez potentiellement les mettre dans les commentaires. D'ici là, à la prochaine.